Bon, bonjour tout le monde. C'est, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, là, ça va être le troisième cours. Mais dans le troisième cours, je vais faire des exemples. Aujourd'hui, je vais faire un petit cours là. Je vais faire des exemples qui vont vous aider à comprendre mieux le premier et le deuxième. Alors, parce qu'il y a des élèves, bon, en tout cas, il y en a quelques-uns qui m'ont fait savoir qu'il y avait de la difficulté à comprendre. Moi, je les ai revus. Je trouve que quand même, c'est assez clair. C'est-à-dire, il faut juste répéter des fois pour mieux comprendre. Bon, on part. Alors, la première chose qu'on a vue, le premier cours, ben, je ne vais pas prendre tous les éléments des deux cours, mais je vais prendre les éléments que je considère importants. Par exemple, dans le premier, il y avait à transformer des angles en degrés ou en radians selon le cas. Et je vous ai posé une question, je vous ai demandé de déterminer, par exemple, si vous avez un cercle, ici, par exemple, un cercle de rayon R, ok, combien ça mesure l'angle en degrés, l'angle ici en degrés, qui intercepte un arc qui a la même mesure que le rayon. Okay. Alors, ce que vous pouvez faire, je veux dire, vous pouvez répondre à cette question rapidement, mais vous pouvez aussi faire tout simplement produit croisé en disant ben, l'angle en degrés que je considère, que je vais mettre égal n sur le total. Alors, le total de degrés, c'est-à-dire l'angle plein, c'est 360 degrés, est égal. L'arc, l'arc que j'ai ici, c'est le rayon, c'est R. Donc, l'arc R sur l'arc au total, qui est 2 fois pi fois le rayon. 2 fois pi fois le rayon. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, on a le rayon en haut et le rayon en bas. Donc, on simplifie. On simplifie par le rayon. Ce qui reste, c'est 1 en haut. Ok, parce qu'on enlève le rayon, puisque le rayon fois 1. Donc, le rayon on enlève, il reste 1. Et ici, en bas, c'est 2pi. Alors, tout simplement, si on fait le produit croisé, donc on va trouver l'angle en degrés. Donc, 1 en degrés, ça va être 360 fois 1 divisé par 2pi. Et ça vous donne l'angle en degrés que je vais calculer à l'instant. Donc ça fait 360 divisé par, parenthèse, 2 fois pi. Ça donne 57,23 environ. Donc ça donne 57,23 degrés. Et ça, c'est pour n'importe quel cercle. Alors, si par exemple, ben, c'est-à-dire le moment où on vous donne l'angle en degrés, dès que vous avez l'angle en degrés, vous les transformez en radian, vous avez le radian, vous les transformez en degrés, vous utilisez tout simplement ces deux fractions-là, ces deux rapports-là, et vous faites le produit croisé, ça vous donne la réponse que vous cherchez. Maintenant, peut-être que de revenir sur un autre élément qui va peut-être nous servir aussi à un moment donné. Mais ça, enfin, en fait, je voulais juste revenir sur comment trouve-t-on, par exemple, un angle, dans quel cadran il se trouve. Dans quel cadran il se trouve. Ben, à ce moment-là, vous revenez aux exemples que j'ai donnés dans le premier cours, parce que j'en ai donné quand même pas mal. Sauf s'il y a quelqu'un qui le demande, là je le ferai la prochaine fois. On va aller maintenant à la deuxième partie qui est de construire. En fait, le deuxième cours, c'était sur la fonction sinus. Donc la fonction sinus, ben, il y a une chose que j'ai remarqué, j'ai peut-être pas insisté sur le fait que quand vous avez un angle en radian, un angle θ, le sinus, c'est l'ordonnée. Et ça, je l'ai fait dans le premier cours. Mais dans le deuxième cours, je n'ai pas insisté beaucoup. Donc, quand j'ai dessiné mon graphique sinusoïdal, mon graphique sinus,
Et j'ai pris l'angle 0, ça donnait 0. Après ça, si j'augmente mon angle, ben, le sinus augmente, c'est-à-dire l'ordonnée augmente, jusqu'à ce que j'atteigne pi sur 2. Et à pi sur 2, le sinus est égal à 1. Et ainsi de suite. C'est-à-dire quand je me déplace vers ce côté-là, le deuxième cadran, le sinus diminue jusqu'à pi, ben, le sinus est égal à 0. Et quand je m'en vais dans le troisième cadran, le sinus est négatif, ainsi de suite. Alors, je n'avais peut-être pas insisté sur le fait que chaque fois que je prends un point sur le cercle, ben, le sinus, c'est son ordonnée. Okay? Et ça, on l'a vu dans le premier cours. Bon. Alors, ici, on a une fonction sinusoïdale. On appelle ça des fonctions sinusoïdales ou fonctions sinus. C'est pas grave. Alors ici, on a les paramètres et on veut la dessiner dans le plan cartésien à côté ici. Là. Alors, le paramètre A est égal à 2. Ça nous donne l'amplitude. Donc, automatiquement, la vague ou la fonction sinus va avoir une amplitude de 2. Amplitude, amplitude. C'est ça. L'amplitude, c'est majuscule, on peut faire ça aussi. L'amplitude, ça se note en majuscule. L'amplitude doit toujours être positive. C'est toujours la valeur absolue de A. Dans ce cas-là, le A est positif, donc ça ne dérange pas. Mais quand le A est négatif, l'amplitude, c'est la valeur absolue de A. Okay. L'amplitude égale 2. Après ça, vous avez le B. Ici, est égal à moins 1 tiers. Ah, une chose qu'on peut faire tout de suite, pour nous simplifier la tâche, on peut prendre le moins qui est ici et le mettre à l'extérieur. Et ça, on l'a vu dans le deuxième cours, c'est quand on a un moins, quand on a le B avec un moins, on peut, pour simplifier la tâche, mettre le moins à l'extérieur. Mais pas le 1 tiers. 1 tiers, vous n'avez pas le droit de le sortir. Le moins, oui. Parce que le 1 tiers, il joue sur la période. Donc, la période va changer. Donc, vous pouvez, ce moins ici, vous le mettez à l'extérieur. À ce moment-là, c'est le A qui devient moins 2 et le B devient 1 tiers. Vous pouvez faire ça. Okay? Ça ne dérange pas, ça. A égale moins 2. Donc, à ce moment-là, l'amplitude, c'est la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Okay. Bon, B égale 1 tiers, donc ça joue sur la période. Parce que ça fait un allongement, un rétrécissement du graphique horizontalement. Donc la période va changer. Et la période, comment on la trouve? On prend la période graphique originale, c'est-à-dire le graphique de base, et on le divise par B. C'est-à-dire dans ce cas-là, B égale 1 tiers. Et quand vous divisez 2 pi par 1 tiers, ben, ça fait 6 pi. Donc votre période va mesurer 6 pi. Donc ça va s'étirer, hein, parce que la période au départ c'est 2 pi, là ça veut devenir 6 pi parce que B est plus petit que 1, c'est normal. H égale moins pi, parce qu'ici vous avez plus pi, donc H est toujours après un moins, donc X moins pi, parce qu'ils avaient plus, donc moins pi, donc H égale moins pi. Donc le graphique va se déplacer de pi vers la gauche. Et le K égale moins 1, donc le graphique va déplacer verticalement de 1 vers le bas. Donc, ce que je pourrais faire, en fait, il n'y a pas une seule façon de commencer le graphique, mais bon, je vous donnerai mon truc à moi, c'est-à-dire, premièrement, je peux dessiner. On n'est pas toujours obligé de faire ça, mais au début, pour mieux comprendre, c'est mieux peut-être de commencer par étape par étape. Alors, je vais dessiner l'axe Y égale moins 1. Je vais essayer de le faire mieux cette fois-là. J'ai réussi à le faire seul corps. Je pourrais le faire de même, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, j'arrive ici. Ça n'a pas marché encore. Pourquoi je ne réussis pas? On va mettre ça comme ça. Bon, alors je vais recommencer, mais je ne resterai pas longtemps là, si jamais ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Regardez ça.
juste pour me contredire. Ah voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc, cet axe-là, ça va contenir les centres de ma fonction sinusoïdale, c'est-à-dire les centres des vagues, de toutes les vagues. Donc, c'est k égale moins 1 au fond. Ça, c'est y égale moins 1 qui représente le k. Y égale moins 1. Bon, les centres vont être là-dessus. Maintenant, le A, c'est l'amplitude. Okay? Ça veut dire que à partir de ce centre, le plus haut point, ça va être, prenez moins 1, vous rajoutez 2. Okay? Les maximums vont être à moins 1 plus 2. Donc les maximums vont être ici. Okay? Voilà. Donc les maximums, on va tout de suite faire les minimums là. Donc le maximum va être à 1. Ça c'est les max. Et les minimums va être à moins 3. C'est ça. Les minimums vont être à moins 3. Donc on peut descendre ça ici. Donc, je pourrais faire ça comme ça. Voilà. Le minimum va être à moins 3. Donc, au fond, il n'y a pas de mathématiques ici, c'est juste pour placer ça comme je veux, mais bon, ça j'aurais pu ne pas se casser la tête avec ça. Voilà, donc le maximum, ça va être à 1. Y égale moins 1, ça c'est là où les centres vont se trouver. Et ici, normalement j'aurais aimé avoir l'axe qui descend plus bas, mais c'est pas grave. Ici, ça va être les minimums qui vont être à moins 3. C'est bon. Après ça, vous avez h égale moins pi. Okay, h égale moins pi. Ça veut dire qu'au fond, le point qui était dans le graphique de base, qui était à 0, 0, il va se déplacer de moins pi à gauche, de pi à gauche, et il va se déplacer de moins 1 avec le k vers le bas. C'est-à-dire que ce point-là, qui était situé dans le centre de la vague, c'est un point de centre de la vague originellement, il va rester au centre de la vague. Okay. Il va se trouver à moins pi moins 1. Alors ici, il faut gradier. Ben, je pense que ce serait une bonne idée que chaque carreau, je le gradie par pi. On peut faire ça. Ici, ça va être moins pi. Et ici, on va gradier, vous l'avez remarqué, quand j'ai placé mes axes, c'est par 1. Donc ça va être moins 1. Donc le centre, le nouveau centre va être ici. Moins pi moins 1. Bon. Maintenant, la période ici, 6 pi. Alors la période, donc ça c'est pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi. Ça veut dire que une période complexe devrait partir, ben, si on la part ici, parce que le centre va être là, donc elle va arrêter à 5 pi. Okay. Comme je vous ai dit, que ce serait très important de penser que chaque quart de période, à chaque quart de période, le graphique va monter au max ou il va descendre au minimum. Il va commencer par le centre, l'origine, ici, et
après un quart de période, eh bien, ou bien il va monter au maximum le maximum du graphique, ou bien il va aller au minimum dépendamment de A. Alors dans ce cas-là, A est négatif, ça veut dire qu'il y a eu une réflexion par rapport à l'axe X. Donc il va partir d'ici et il va aller au minimum. C'est bon? Donc on va y aller comme ça. Alors, maintenant il faut calculer le quart d'une période. Alors si vous prenez 6pi et vous divisez par 4 le quart d'une période, ça donne 1,5 pi. Alors je l'ai fait pour que ça arrive à 1,5 parce que ça va vous arriver ça. Vous n'êtes pas obligé de changer votre gradation pour que ça arrive à 0,5. Alors si on descend au minimum à 1,5 pi, donc ça c'est pi, 1,5 c'est ici, je m'en vais au minimum, c'est ici. Donc le point de départ là, le carré ici. Après ça, je retourne au centre, après 1,5 pi. Donc ça veut dire ici. Donc d'ici à là, 1,5 plus 1,5, ça fait 3 pi. C'est parfait. C'est ça qui est important. Ici, on le place à peu près, mais après 2 quarts, normalement, on devrait arriver juste. Okay. Si on rajoute, après on rajoute ici 1,5, on monte au max. Après 1,5, on retourne au centre. Et après 1,5, ben là déjà, vous remarquez qu'on a fait notre période. Le reste, ça suit. Alors c'est ça. Voilà. Donc si on va encore 1,5 ici, ben on va descendre. Et on continue. L'autre côté, pareil. Voilà. Et ici, ça continue aussi. J'espère que c'est assez clair. C'était un peu plus long que prévu, mais ça va s'améliorer avec le temps, hein. On s'habitue à la technologie tranquillement. Maintenant, détermine. Là, c'est ça, je vais vous montrer le dessin que j'ai ici. Est-ce que ça ressemble à celui-là? Ça, c'est avec GeoGebra. Il faut qu'il recommence. Voilà, c'est le même graphique. Ah, j'ai pas mis le -1, je pense. C'est ça. Ce graphique-là, j'ai pas mis le -1. Voilà, je l'ai mis le -1. Je l'ai mis le -1. Alors ici, il faut juste que je zoome. Là, pas trop là. Voilà. Alors normalement, il part à moins. Ici, c'est moins pi. C'est pas moins pi, ça. Ça serait... Ah, -1 ici, excusez-moi. C'est ça. -1 ici. On va construire... j'aurais dû le faire. Comme ça, je ne me serais pas embêté avec ça. Y égale -1. Y est égal à -1. Voilà. Donc y -1, vous voyez bien que ici, vous avez le point HK. Le point HK ici. Je pourrais faire ça comme ça. Le point HK ici, là. Moins 3,14 moins 1. C'est ça, c'est moins pi moins 1. Et quand vous allez, si vous rajoutez pi, ça c'est pi, plus un demi-pi. Okay. Vous descendez au minimum, ainsi de suite. C'est le même graphique. Donc ici, vous voyez qu'il rencontre l'axe X à -4. Ici, il rencontre l'axe X entre 6 et 8. On va juste regarder ici, est-ce que c'est vrai?
Ça, c'est 3,14. Ça, c'est 6 à peu près. Ça, c'est 9, quelque chose. Donc, c'est 6. Maintenant, les propriétés. Les propriétés, ben, c'est ce qu'on a vu dans les autres fonctions au début de l'année, c'est le domaine. Donc, le domaine de cette fonction, comment je l'ai appelé la fonction G? Le domaine de G, c'est R. Okay? Donc, pour n'importe quelle valeur de X, on a une réponse. L'image, ou le codomaine, l'image de cette fonction, c'est de moins 3 jusqu'à 1. Moins 3 jusqu'à 1. En même temps, on peut dire le minimum, c'est moins 3. Le minimum de G, c'est moins 3. Et le maximum, c'est 1. Le maximum de G, c'est 1. Après ça, la croissance. Alors, il y a quelque chose ici, il faut s'habituer tout de suite. Ce qu'on fait, vous allez voir que c'est simple. On prend une période, on prend juste une période, et on regarde à quel endroit elle est croissante. Alors, elle est croissante à partir de ce point-là. Quoi? Ok, c'est bleu, c'est mieux de... À partir d'ici, rappelez-vous ce point-là, c'est quoi? Ça, c'est moins pi plus 1,5 pi. Donc, ça veut dire pi sur 2 ici, au fond. C'est ça? Moins pi plus 3 demi-pi, ça fait pi sur 2. Donc, ça, c'est pi sur 2. Vous le voyez en haut, là, ça, c'est 0 à pi, donc la moitié. Pi sur 2. Donc, c'est de pi sur 2, elle est croissante jusqu'à ce point-là ici. Alors, combien on a rajouté? En fait, on a rajouté la moitié d'une période. C'est ça. De là jusqu'à là, c'est la moitié d'une période. Parce qu'on a rajouté le quart de là à là, et on a ajouté un autre quart. Donc la moitié d'une période, c'est 3 pi. Parce que la période, c'est 6 pi. Donc moins pi sur 2 plus 3 pi, si vous mettez ça sur le même dénominateur, ça fait 7 pi sur 2. Donc ça, c'est 7 pi sur 2. Et on peut le faire comme ça. Pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, et ça, c'est 3,5 pi. Donc 3,5 pi, c'est 7 pi sur 2. Donc la croissance, c'est de pi sur 2. Et là, je vais laisser un petit espace, je vous explique après qu'est-ce que je vais mettre là. Jusqu'à 7 pi sur 2. Et là, on va s'intéresser surtout à la croissance pour l'instant, parce que la décroissance, c'est la même chose, ça va être relativement simple après. Alors, puisque ici, vous êtes dans cette période-là, et la croissance, elle est entre pi sur 2 et 7 pi sur 2. Si vous prenez pi sur 2, vous rajoutez une période, c'est-à-dire vous rajoutez 6 pi. Okay? Et celle-là aussi, vous rajoutez, c'est-à-dire vous prenez 7 pi sur 2, vous rajoutez 6 pi, vous allez vous retrouver dans la deuxième, on va dire deuxième motif qui suit. Mais dans ce deuxième motif, à cet endroit-là, quand vous rajoutez 6 pi à pi sur 2 et vous rajoutez 6 pi à 7 pi sur 2, vous allez retrouver à un endroit semblable. Donc ça va être croissant. Et si vous rajoutez encore 6 pi à chaque fois, vous allez toujours vous retrouver dans un endroit où la fonction est croissante. Donc comment on va écrire ça mathématiquement? On va tout simplement dire pi sur 2 plus 6 pi. Ça veut dire quoi? 6 pi, ça veut dire vous rajoutez 6 pi, vous rajoutez 2 fois 6 pi, ou 3 fois 6 pi, vous allez toujours revenir. Mais il faut rajouter 6 pi ici aussi. C'est le même nombre de 6 pi que vous rajoutez à chaque fois. Et vous allez vous retrouver toujours à la même place, et ça va être croissant à chaque fois. C'est bon? Maintenant, pour la décroissance, on fait la même chose. Et il nous reste juste la portion
de la période qui est devant nous, cette portion-là, où est-ce que le graphique est décroissant, la décroissance. Donc la décroissance, ici pour l'écriture, hein, je fais de mon mieux avec la tablette que j'ai, c'est pas évident. Là. Comme je vous ai dit, c'est de mieux en mieux dans ma tête, hein, dans ma tête. Ça va être meilleur après. Alors, la décroissance. On va commencer, c'est toujours, on s'intéresse à une période. Hein. La période commence là et elle finit ici. Donc cette période-là, de moins pi jusqu'à pi sur 2, ça c'est décroissance, et de 7 pi sur 2 jusqu'à 5 pi, si je pense. Pi plus 2, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi. Ça c'est 5 pi. Donc, il y a deux ensembles, moins pi sur 2, jusqu'à pi sur 2. On va étendre ici. Voilà. Moins pi sur 2 jusqu'à... non, moins pi. Moins pi. Bon, je vais l'écrire en bas. J'ai plus d'espace en bas. Moins pi jusqu'à pi sur 2. Et là, je rajoute, parce que dans la prochaine période, il va arriver la même chose. Donc, je rajoute 6 capi. 6 capi. Et ici, ça va être pi sur 2 plus 6 capi. Voilà. Union, l'autre ensemble, l'autre portion. La portion de 7 pi sur 2 jusqu'à 5 pi. Union, 7 pi sur 2 plus, et là je peux l'écrire tout de suite, là, plus 6 capi jusqu'à 5 pi plus 6 capi. Voilà. Donc ça, c'est la croissance et la décroissance. Vous voyez, c'est pas très difficile. Enfin, je pense pas en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste dans les propriétés? On a parlé de la croissance, décroissance, le minimum, le maximum, le domaine, l'image. Qu'est-ce que j'ai oublié? Positif, négatif. Voilà, positif, négatif. Alors, positif, négatif, disons-le, ça va être un petit peu plus compliqué parce que ça demande, ça nous demande de trouver ces points-là. L'endroit où ce que le graphique rencontre l'axe X. Et ça revient à résoudre une équation avec le sinus pour l'instant, hein, parce qu'on va faire aussi de la résolution avec le cosinus. Donc, il faut qu'on trouve ce point et ce point. Alors, quand on va trouver ce point et ce point, ce qu'on va faire, on va faire la même chose avec la croissance qu'on a fait avec la croissance, la décroissance. On va dire, OK, entre ce point et ce point, c'est positif. Et on rajoute 6 capi. Parce que c'est toujours pareil dans les autres vagues aussi, dans les autres motifs. Et entre ce point-là, moins pi, entre le départ de la motif jusqu'à ce point, union ce point-là jusqu'à 5pi, ça va être négatif. Alors il faut juste maintenant savoir comment résoudre une équation avec le sinus. Et ça va être le prochain cours. Je vais prendre justement cet exemple-là et je vous montrerai comment résoudre une équation sinus et je prendrai peut-être un autre exemple, celui qui est dans le document justement. Alors je vous souhaite bon boulot. Avec ces exemples-là, j'imagine que les deux premiers cours sont assez clairs. Allez, bonne chance. À la prochaine.